Je m'appelle Cassandra Miller, j'ai 32 ans, jusqu'au mois dernier, je pensais que le fait d'être la fille fiable signifiait quelque chose pour mes parents. C'est alors qu'est arrivé ce texto: nous voulons une fête de Thanksgiving paisible avec la famille de ta sœur cette année. Tu pourrais peut-être ne pas participer à cette fête, nous avons besoin d'espace. 6 mots qui ont fait voler en éclats 20 ans d'apparence consciencieuse. J'ai répondu d'un seul mot: profiter. Il ne se doutait pas que je venais d'acheter une villa en France, ni que j'étais sur le point d'organiser la fête de Thanksgiving qu'il regretterait d'avoir manqué pendant des années. Avant de plonger dans la suite des événements, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Et appuyez sur le bouton j'aime et je m'abonne si les histoires de drames familiaux vous rassurent sur vos propres vacances. En tant que fille aînée de Linda et Robert Miller, j'ai toujours ressenti le poids des attentes. Mes relations avec mes parents étaient étroites mais compliquées. J'étais celle qui cochait toutes les cases: une étudiante, des bourses d'études et une carrière qui permettait de payer les factures. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, les projecteurs étaient toujours braqués sur ma sœur cadette Mélanie. Mélanie avait 5 ans de moins, était charmante sans effort et était perpétuellement dans le besoin. Alors que j'avais 3 emplois pour m'inscrire à l'université, mes parents payaient l'intégralité des frais de scolarité de Mélanie. Lorsque j'ai économisé pendant 2 ans pour acheter ma première voiture, ils ont fait la surprise à Mélanie de lui en offrir une le jour de son 16e anniversaire. Le schéma était clair, mais je me disais que ce n'était que mon imagination. Cassie, tu sais que ta sœur a besoin de plus de soutien, disait maman chaque fois que je soulignais la disparité. Tu es tellement indépendante et compétente. Le fait d'être qualifiée de compétente est devenu à la fois ma force et ma malédiction. Cela signifiait que j'étais considérée comme acquise alors que Mélanie était célébrée pour ses moindres réussites. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme avec mention à l'université de Boston, mes parents ont assisté à la cérémonie mais sont partis plus tôt pour aider Mélanie à emménager dans son nouvel appartement. Lorsque j'ai obtenu ma première promotion à l'âge de 25 ans, le dîner familial organisé pour la célébrer s'est transformé en séance d'organisation du mariage de Mélanie. Malgré cette dynamique, j'ai maintenu ma relation avec ma famille. Les appels téléphoniques, les apparitions pendant les vacances et le soutien d'urgence chaque fois que c'était nécessaire. C'est moi qu'ils ont appelé lorsque Tom, le mari de Mélanie, a perdu son emploi, les aidant à payer le loyer pendant 3 mois. C'est moi qui ai fait des recherches sur les écoles lorsque mon neveu avait des difficultés d'apprentissage. Toujours fiable, toujours présente, toujours dans l'ombre. L'année dernière, tout a changé pour moi sur le plan professionnel. Après 10 ans passés chez Nexus Technologies, j'ai été promue vice-présidente exécutive du développement des produits. Ce poste s'accompagnait d'options d'achat d'actions, d'une augmentation de salaire significative et de nouvelles responsabilités pour lesquelles j'avais travaillé sans relâche. Pour la première fois, je me sentais suffisamment à l'aise financièrement pour réaliser un vieux rêve: posséder un morceau de la campagne française dont j'étais tombé amoureux lors d'un semestre d'études à l'étranger. La villa n'a pas été un achat impulsif. Cela faisait des années que j'économisais et que j'effectuais des recherches, attendant la bonne propriété et le bon moment. Lorsqu'une ferme en pierre vieille de 300 ans et dotée d'un petit vignoble a été mise sur le marché dans la région de Dordogne, j'ai su qu'elle était faite pour moi. La transaction s'est faite rapidement. En octobre, j'étais l'heureuse propriétaire de la villa Cassandra. Je ne l'avais pas encore annoncé à ma famille, mais j'avais prévu de la surprendre avec des photos à Thanksgiving. Alors que ma carrière était florissante, la famille de Mélanie continuait à se battre. Tom passait d'un emploi à l'autre, sans jamais trouver sa place. Ils avaient 2 beaux enfants, Emma et Jacques, que mes parents chérissaient comme leurs seuls petits-enfants. Mon statut de célibataire et de femme sans enfant était une autre marque contre moi dans la hiérarchie familiale, malgré mes protestations que j'étais parfaitement heureuse avec mes choix de vie. Tu n'as pas encore rencontré la bonne personne, disait ma mère. Comme si ma carrière réussie et mes amitiés épanouissantes n'étaient que des substituts jusqu'à ce que la vraie vie, celle du mariage et des enfants, commence. Au-delà de ma famille proche, j'entretenais des relations étroites avec mes cousins Jordan et Sophia, les enfants du frère de ma mère. Nous avions grandi en passant des étés ensemble à la maison du lac de nos grands-parents, nouant des liens qui sont restés forts à l'âge adulte. Jordan est aujourd'hui pédiatre à Chicago, marié et père d'un enfant en bas âge, tandis que Sophia est architecte à Seattle. Nous sommes restés en contact régulièrement, partageant nos triomphes professionnels et nos défis personnels d'une manière que je n'aurais jamais pu partager avec mes parents ou ma sœur. La tante Éléanore, sœur de ma mère, était le membre de la famille qui voyait le plus clairement cette dynamique. Professeure de psychologie à 62 ans,
elle ne s'était jamais mariée mais menait une vie trépidante faite de recherches, de voyages et d'amitiés étroites. Elle avait toujours été mon avocate et ma confidente. Tes parents t'aiment, Cassandra, m'a-t-elle dit un jour, mais ils ne te voient pas. Ils voient ce qu'ils s'attendent à voir, la fille qui n'a pas besoin de. Ce n'est pas juste, mais le comprendre pourrait t'aider à trouver la paix. Thanksgiving a toujours été le rassemblement le plus important de notre famille. Ma mère préparait pendant des semaines des recettes traditionnelles transmises de génération en génération. Mon père s'occupait de la logistique, qui dormait où et quel match de football serait regardé. Et la famille élargie arrivait de tout le pays. Le temps d'un week-end, la maison des Miller devenait le centre de notre univers. Le Thanksgiving de l'année dernière avait été particulièrement difficile. J'avais amené mon petit ami de l'époque, Michael, en espérant que mes parents me verraient enfin comme une personne à part entière, avec une vie personnelle. A eu lieu de cela. Ils nous ont fait asseoir à la table des enfants parce que nous n'avions plus de place, tandis que les parents de Tom ont obtenu des places à la table principale. Lorsque j'ai annoncé ma promotion au cours du dîner, ma mère a hoché la tête poliment avant de détourner la conversation sur le travail bénévole de Mélanie à l'école d'Emma. Michael et moi avons rompu un mois plus tard, ma dynamique familiale étant citée comme l'une des raisons de cette rupture. Malgré tout, j'attendais avec impatience Thanksgiving cette année. Avec ma nouvelle villa et ma réussite professionnelle, j'avais enfin quelque chose de tangible pour montrer ma valeur. Ce serait peut-être l'année où il me verrait enfin. Jusqu'à ce que ce SMS vienne tout changer. Le message est arrivé un mardi matin, alors que je me préparais pour une réunion du conseil d'administration. Mon téléphone a sonné avec la tonalité habituelle de ma mère et j'ai souri. M'attendant à ce que nous fassions le point comme d'habitude sur les préparatifs de Thanksgiving, à 2 semaines de elle a eu lieu de cela, j'ai lu « Bonjour, ma chérie. Papa et moi avons discuté et nous voulons un Thanksgiving paisible avec seulement la famille de Mélanie cette année. Tu pourrais peut-être ne pas participer à cette fête. Nous avons besoin d'espace. Tu comprends bien. Je t'aime. » J'ai fixé l'écran, lisant le message 3 fois pour m'assurer que j'avais bien compris. Mes mains tremblaient légèrement lorsque j'ai posé le téléphone sur mon bureau. La réunion du conseil d'administration oubliée, j'ai senti une vague d'émotions m'envahir. Le choc, la blessure, la colère, et enfin un étrange sentiment de clarté. Ce n'était pas un nouveau comportement, juste l'exemple le plus flagrant à ce jour. J'ai fait défiler l'historique de nos textos, voyant le schéma avec un regard neuf. À Noël dernier, il m'a dit, cette année, nous n'offrirons des cadeaux qu'aux enfants. Ne t'inquiète pas d'apporter quoi que ce soit. Pour mon anniversaire en mars, nous serons peut-être un peu en retard pour le dîner. Mélanie a une réunion parents-professeurs. Même les conversations banales revenaient toujours sur la vie et les besoins de ma sœur. Les flashbacks sont arrivés sans crier gare. L'année dernière, tout avait été particulièrement révélateur. J'étais arrivée tôt pour aider aux préparatifs, apportant des vins coûteux choisis pour accompagner chaque plat. Ma mère les avait rangés sans faire de commentaires, puis avait servi du vin en boîte parce que les parents de Tom le préféraient. Mon père avait passé tout le week-end à discuter des perspectives d'emploi de Tom et des exploits de mon neveu au football, posant à peine la question de ma promotion. Ta promotion est merveilleuse, chérie, avait dit ma mère lorsque j'avais fini par l'évoquer directement. Mais n'en faisons pas le centre de nos préoccupations. Tout le monde ici n'a pas la même chance dans sa carrière. Le souvenir de ces mots m'a piqué à nouveau lorsque j'ai réfléchi à son SMS. La phrase « Nous voulons un Thanksgiving paisible » sous-entendait que ma présence était source de conflit. La famille de Mélanie a tracé une ligne claire entre ce qui était essentiel et ce qui était facultatif. Vous avez bien compris que je continuais à me plier à l'idée d'être mise à l'écart. Le docteur Warner, ma thérapeute depuis 3 ans, a essayé de m'aider à comprendre ces schémas. Au cours de notre séance de la semaine dernière, elle m'a posé une question qui résonne maintenant dans mon esprit. Que se passerait-il si vous donniez la priorité à vos propres besoins, comme vos parents donnent la priorité à ceux de Mélanie? Mon premier réflexe a été de répondre par la douleur et la colère. J'ai rédigé plusieurs réponses. Mes doigts volant sur le clavier. Après 32 ans de présence à tous les événements familiaux, voilà ce que je reçois. Voulez-vous que j'arrête de payer pour le soutien scolaire d'Emma ou simplement pour ma présence physique? Ce n'est pas souhaitable. Je comprends parfaitement que je n'ai jamais été aussi importante que Mélanie. Je les ai tous effacés. En respirant profondément, je me suis souvenu d'un autre conseil du docteur Warner.
Vous ne pouvez pas contrôler leur comportement, mais seulement votre réaction. C'est alors que l'idée a commencé à prendre forme. La villa en France, les liens avec la famille élargie qui m'avait toujours traité avec une affection sincère, l'opportunité de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'appartenait point au lieu de me battre pour une place à une table où je n'étais pas apprécié, je pouvais dresser ma propre table point a eu lieu d'essayer de prouver ma valeur à des gens déterminés à ne pas la voir. Je pouvais m'entourer de ceux qui la voyaient déjà. Avec un nouveau sentiment de calme, j'ai tapé ma réponse. Apprécier. Ce simple mot m'a semblé plus puissant que n'importe quel paragraphe énervé. Il n'offrait aucune résistance à laquelle il pouvait s'opposer, aucune culpabilité qu'il pouvait manipuler, aucune émotion qu'il pouvait rejeter. Juste l'acceptation et le début de ma libération. Lorsque j'ai envoyé le texte, j'ai senti quelque chose changer en moi. Le mal constant de la recherche d'approbation a commencé à s'estomper, remplacé par un élan d'excitation pour ce que je pouvais créer. Mes parents n'étaient pas encore au courant pour la villa. Personne ne le savait point, ils ne se doutaient pas que leur rejet allait devenir le catalyseur de quelque chose de merveilleux. Ce soir-là, je me suis assise sur le balcon de mon appartement, avec vue sur le port de Boston, carnet de notes en main, planifiant mon Thanksgiving alternatif. La douleur était toujours là. Une pulsation d'adulte sous mon sternum, mais elle s'accompagnait d'un sentiment de possibilité. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'allais célébrer une fête à ma façon. Thanksgiving en France, et j'écris en haut de la page, puis j'ai commencé à énumérer les noms des personnes que je voulais inclure. Des personnes qui m'avaient témoigné un amour et une reconnaissance sincères. Des personnes qui me voyaient clairement. Des personnes dont la compagnie m'apportait de la joie plutôt que de l'anxiété. Au fur et à mesure que la liste s'allongeait, ma conviction grandissait. Il ne s'agissait pas seulement d'un plan alternatif. C'était une déclaration d'amour-propre. Une frontière tracée non par la colère, mais par le respect de soi. Une nouvelle tradition née des cendres de l'exclusion. À minuit, mon cœur se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Le message qui avait commencé la journée comme un rejet douloureux s'était transformé en un cadeau inattendu. La permission de me faire enfin passer en premier. À 2 semaines de Thanksgiving, je devais agir rapidement. Le lendemain matin, j'ai commencé à téléphoner à ma tante Éléanore. Ils ont fait ce qu'elle s'est exclamé lorsque je lui ai parlé du message de mes parents. Oh Cassandra, je suis vraiment désolée. C'est vraiment irréfléchi. En fait, je ne suis plus désolée, ai-je répondu, me surprenant moi-même de la vérité de ces mots. Parce que j'ai décidé de faire quelque chose de différent cette année, et j'espère que tu en feras partie. Je lui ai parlé de la villa, décrivant les murs de pierre, les vignobles vallonnés et le charmant village voisin. J'y organise mon propre Thanksgiving et j'aimerais beaucoup que vous veniez. La ligne est restée silencieuse pendant un moment avant que tante Éléanore ne réponde, la voix chargée d'émotion. Ma fille chérie, j'en serais honorée. Et puis-je te dire à quel point je suis fière de toi en ce moment? Cette première réponse positive m'a donné le courage de continuer. J'ai ensuite appelé mes cousins Jordan et Sophia, qui ont tous deux immédiatement accepté. Je leur ai dit, vous plaisantez? Thanksgiving en France au lieu de la dinde sèche de tante Linda? Je réserve mes billets d'avion dès maintenant, s'exclame Sophia en riant. Et tes parents? Jordan demande avec précaution. Sont-ils au courant? Ils ont opté pour des vacances paisibles avec la seule famille de Mélanie, ai-je expliqué. C'est ma réponse. Cassie, dit Jordan après une pause, cela fait longtemps qu'on l'attend. Comptez sur nous. Mon oncle David et ma tante Patricia, le frère de mon père et sa femme, étaient tout aussi enthousiastes. Leur fille, mes cousines Madison et Léa, toutes deux à l'université, piaffaient de joie à l'idée d'un Thanksgiving international. Même le frère de ma mère, Michael, et son mari, James, qui passaient habituellement les fêtes dans la famille de James, ont modifié leur plan pour se joindre à nous. À au fur et à mesure que les RSVP arrivaient, je me sentais de plus en plus validée. Ces personnes m'estimaient suffisamment pour changer leur projet de vacances à court terme, pour réserver des vols internationaux, pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Leur enthousiasme était en train de guérir quelque chose au fond de moi dont je n'avais pas réalisé qu'il était si gravement blessé. Et la logistique était compliquée mais énergisante. J'ai travaillé avec un gestionnaire immobilier local en France pour préparer la villa, en commandant des lits et des draps supplémentaires.
en approvisionnant la cuisine et en organisant la location d'une camionnette pour transporter tout le monde depuis l'aéroport. J'ai fait des recherches sur les marchés français traditionnels pour trouver les ingrédients nécessaires à notre festin de Thanksgiving. Planifiant un menu qui honorerait les traditions américaines tout en incorporant des spécialités françaises locales. Le contact le plus surprenant a eu lieu 3 jours après que j'ai commencé à prendre des dispositions. Un texto de Tom, le mari de Mélanie, disait « On peut se parler ?» C'était important. Avec prudence, je l'ai appelé pendant ma pause déjeuner. « Cassie, j'ai appris que tu ne viendrais pas pour Thanksgiving, a-t-il commencé. « C'est vrai », ai-je répondu de manière neutre, sans donner plus d'explications. « Écoute, les choses sont bizarres en ce moment, a-t-il poursuivi. Mélanie ne sait pas que je t'appelle. Tes parents nous ont dit qu'ils avaient suggéré que tu veuilles sauter cette année, mais il y a quelque chose qui ne va pas. » J'ai apprécié sa formulation prudente. Tom avait toujours été perspicace en ce qui concerne la dynamique familiale, me jetant souvent des regards compatissants lors de cas particulièrement flagrants de favoritisme. Je fais quelque chose de différent cette année, ai-je dit. J'ai acheté une villa en France et j'y organise Thanksgiving. La file d'attente s'est tue avant que Tom n'éclate de rire. La ligne est restée silencieuse avant que Tom n'éclate de rire. C'est incroyable, Cassie. Attends, est-ce que quelqu'un d'autre est au courant? La plupart des membres de la famille élargie seront là, ai-je confirmé. Et Eleanor, la famille de l'oncle David de la cousine. Un autre silence, plus long cette fois. Mélanie s'est disputée avec tes parents la semaine dernière, dit-il enfin. Encore une fois à propos d'argent. Ils ont promis de participer aux frais de scolarité de l'école privée d'Emma, puis se sont retirés en disant qu'ils devaient fixer des limites. Soudain, ils ne parlent plus que de limites. Je ne savais pas trop quoi répondre. Mais Tom a continué. Je sais que c'est compliqué entre toi et Mélanie, mais y aurait-il de la place pour nous? Les enfants adoreraient voir la France, et honnêtement, je ne peux pas affronter un autre Thanksgiving avec tes parents en ce moment. Ma réaction immédiate a été la résistance. Mélanie avait toujours été le centre d'attention de la famille. L'invité ne reviendrait-il pas à recréer la même dynamique dans mon nouvel espace, mais en réfléchissant à la demande de Tom, j'ai réalisé que les exclure reviendraient à prendre des décisions basées sur la souffrance plutôt que sur la guérison. Laissez-moi y réfléchir, ai-je dit en toute honnêteté. Il y a de la place physiquement, mais je dois m'assurer que cela me convient sur le plan émotionnel. Ce soir-là, j'ai appelé le docteur Warner pour une séance d'urgence. Suis-je fou d'envisager d'inclure Mélanie et sa famille? Cela ne risque-t-il pas de ramener tous les vieux schémas en France? Qu'est-ce que vous craignez qu'il se passe? Demanda-t-elle. Qu'elle redevienne le centre d'attention. Que je sois mis à l'écart dans ma propre maison. Qui la mettrait au centre? Cette question m'a stoppé net. En France, il n'y aurait pas de parents faisant du favoritisme. La dynamique serait différente parce que les acteurs clés seraient différents. Peut-être, juste peut-être, loin de l'influence de nos parents, Mélanie et moi pourrions trouver une nouvelle façon de nous comporter l'un envers l'autre. Le lendemain, j'ai rappelé Tom. Vous êtes tous les bienvenus. Mais Tom, il faut que ce soit différent. Il faut que Mélanie sache que c'est mon espace, ma fête. Je comprends, a-t-il dit calmement. Et Cassie, merci. Je pense que c'est bon pour tout le monde. À l'approche de Thanksgiving, l'excitation grandit avec chaque vol confirmé, chaque choix de menu. Chaque préparation effectuée à la villa. Ce qui avait commencé comme une réaction au rejet se transformait en quelque chose de joyeux et d'intentionnel. J'étais en train de créer une nouvelle tradition, fondée sur le respect mutuel et une connexion authentique. Et la veille de mon départ pour la France, j'ai reçu un autre message de ma mère qui finalisait les préparatifs de Thanksgiving. À quelle heure devons-nous attendre la famille de Mélanie? Aucune mention de moi ou de mon absence. C'était la dernière confirmation que j'avais pris la bonne décision. Ils te feront part de leur projet, ai-je répondu. Simplement, j'ai éteint mon téléphone et j'ai fini de faire mes valises pour la France. Le vol Boston-Paris m'a donné 10 heures de temps ininterrompu pour réfléchir à ce que je faisais. Quelque part au-dessus de l'Atlantique, j'ai réalisé que je ne fuyais pas mes problèmes familiaux. J'y courais vers quelque chose de nouveau, d'authentique, qui m'appartenait. En atterrissant à l'aéroport Charles de Gaulle tôt mercredi matin, j'ai senti un sentiment de paix m'envahir.
La langue familière, les odeurs, l'énergie m'ont accueilli dans le pays dont j'étais tombée amoureuse il y a des années. J'ai pris ma voiture de location et j'ai entamé les 4 heures de route vers la Dordogne, fenêtre baissée, respirant l'air frais de novembre. Et la villa a dépassé toutes mes attentes. Située sur un terrain de 3 hectares avec son propre petit vignoble, la ferme en pierre vieille de 300 ans avait été restaurée avec amour par ses anciens propriétaires. Des murs épais, des poutres en bois apparentes et une imposante cheminée en pierre lui conféraient le charme authentique dont je rêvais, tandis que des équipements modernes garantissaient le confort de chacun. J'ai passé ma première journée à explorer chaque recoin de ma nouvelle propriété. Et la maison principale compte 5 chambres. Chacune avec son propre caractère. La suite parentale est dotée de portes-fenêtres qui s'ouvrent sur une terrasse privée surplombant le vignoble. 3 chambres d'hôtes occupaient le 2e étage, tandis que le grenier aménagé contenait une charmante 5e chambre, parfaite pour les enfants. Une maison d'amis détachée offrirait un logement supplémentaire à l'oncle Michael et à James. Et la cuisine est immédiatement devenue mon espace préféré. Rustique mais fonctionnelle, avec des casseroles en cuivre suspendues aux poutres du plafond et une grande table de ferme pouvant accueillir 14 personnes, elle semblait être le cœur de la maison. J'imaginais les réunions de famille se prolongeant tard dans la soirée, remplies de conversations et de rires. Mes voisins les plus proches, les Moroses, sont passés cet après-midi-là, apportant un panier de fromages locaux et une bouteille de liqueur de noix, une spécialité régionale. Malgré mes lacunes en français, nous avons réussi à avoir une conversation chaleureuse. Ils ont été ravis de mon projet de Thanksgiving à l'américaine et m'ont promis de m'indiquer les meilleurs étals du marché pour les produits frais. Jeudi matin, je me suis aventurée dans le village voisin de Saint-Cyprien. Le marché hebdomadaire battait son plein, avec des vendeurs de tout, des légumes frais à la poterie artisanale. J'ai rempli mon panier de spécialités locales, truffes noires, foie gras, légumes verts tendres et légumes racines aux couleurs chatoyantes. Le boucher m'a recommandé une dinde élevée en plein air dans une ferme voisine, qu'il m'a promis de préparer pour l'enlèvement le lendemain. Dès au retour à la villa, j'ai commencé à faire des listes et à préparer ce que je pouvais à l'avance. Les canneberges n'étant pas faciles à trouver, j'ai décidé de préparer une sauce avec des groseilles locales. J'ai adapté la recette de farce de ma grand-mère en y incorporant du pain et des herbes de la région. Le mélange de la tradition américaine et des ingrédients français symbolisait ce nouveau chapitre que j'étais en train de créer. Les premiers arrivants se sont présentés tôt le vendredi matin. Tante Eleanor s'était mise d'accord avec Jordan et Sophia pour partager une voiture de location depuis l'aéroport. En entendant les pneus rouler dans l'allée de gravier, je me suis précipitée pour les accueillir. Sandra, c'est magnifique. Tante Eleanor s'est exclamée en me serrant fort dans ses bras. Vous avez créé quelque chose de vraiment spécial ici. Jordan et Sophia étaient tout aussi enthousiastes, explorant le terrain avec une excitation enfantine. Je n'arrive pas à croire que vous ayez gardé ce secret, dit Sophia en passant son bras dans le mien. C'est la plus belle propriété que j'ai jamais vue. Tout au long de la journée, d'autres membres de la famille sont arrivés. L'oncle David et la tante Patricia ont amené Madison et Léa, qui ont immédiatement pris possession de la chambre mansardée. L'oncle Michael et James ont été les derniers à arriver avant le dîner, apportant des caisses de vin sélectionnées par James, un énophile passionné. J'avais préparé un dîner de bienvenue décontracté composé de cacao vin, de pain croustillant et de fromages locaux. Alors que nous nous réunissions autour de la table de la ferme, la conversation coulant de source, j'ai ressenti un sentiment de justesse qui avait disparu des réunions de famille depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Ici, il n'y avait pas de hiérarchie, pas de favoris. Juste un intérêt sincère pour la vie de chacun. Le moment le plus tendu de la journée a été l'arrivée de Mélanie. Tom avait loué une voiture assez grande pour leur famille, et ils se sont arrêtés juste au moment où le soleil se couchait, jetant une lueur dorée sur le vignoble. Je me tenais sur le perron, observant leur approche avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Mélanie est sortie la première de la voiture, l'expression indéchiffrable. Nous n'avions pas parlé directement depuis le texto de mes parents, ne communiquant que par l'intermédiaire de Tom. Pendant un moment, nous nous sommes regardés de l'autre côté de l'allée en gravier. Puis Emma et Jacques ont surgi de la voiture, brisant la tension. « Tante Cassie !» crièrent-ils en courant vers moi. À 9 et 7 ans, ils étaient encore assez jeunes pour que leur affection ne soit pas compliquée. Je me suis agenouillée pour les serrer dans mes bras. Puis je me suis redressée pour faire face à ma sœur. « Bienvenue à la Villa Cassandra », dis-je simplement. Mélanie s'est avancée, ses yeux se sont posés sur la propriété. « C'est magnifique », dit-elle à voix basse.
Alors avec des efforts visibles? Merci de nous avoir invités. Ce n'était pas une excuse ou une reconnaissance des dynamiques passées, mais c'était un début. J'ai acquiescé, puis je me suis retourné pour aider Tom à porter les bagages. Ce soir-là, j'ai fait visiter la propriété à tout le monde. Et la villa s'animait d'exclamations de joie et de bruits de personnes choisissant leur chambre et s'installant. Emma et Jacques étaient ravis de partager le grenier avec leurs cousines plus âgées, Madison et Léa, qui avaient promis de leur apprendre à jouer aux cartes et de les aider à pratiquer le français. Nous avons terminé la visite dans la cuisine où j'avais disposé des fromages locaux, du pain et du vin pour un goûter improvisé en fin de soirée. Lorsque nous nous sommes rassemblés autour de la table de la ferme, l'oncle Michael a levé son verre à Cassandra, dit-il, pour nous avoir réunis dans cet endroit magnifique. Je pense que c'est peut-être le début d'une nouvelle tradition familiale. Alors que les verres s'entrechoquaient et que les sourires s'échangeaient, j'ai surpris Mélanie en train de m'observer avec une expression que je n'arrivais pas à lire. Lorsque nos yeux se sont croisés, elle n'a pas détourné le regard, mais a levé légèrement son verre en signe de reconnaissance. C'était un petit geste, mais à ce moment-là, il m'a semblé significatif. Plus tard, alors que je me préparais à aller me coucher dans ma nouvelle chambre, je me suis rendu compte que je n'avais pas consulté mon téléphone de la journée. Quand j'ai fini par le faire, il y avait 3 messages de ma mère, tous demandant des informations sur les projets de voyage de Mélanie. Aucun ne me mentionnait ni ne demandait où j'étais. La vieille blessure familière s'est brièvement manifestée, mais cette fois-ci, elle a été rapidement remplacée par quelque chose d'autre, la gratitude pour les liens authentiques que j'entretenais avec le reste de ma famille. Mettant mon téléphone de côté, je suis montée sur ma terrasse et j'ai regardé le vignoble éclairé par la lune. La fenêtre serait celle de Thanksgiving. Pour la première fois, j'avais vraiment hâte d'y être. Le matin de Thanksgiving s'est levé clair et net. Je me suis réveillée tôt avant le lever du soleil et je me suis glissée en bas pour préparer le café. Debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, regardant les premières lueurs toucher le vignoble, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Cet endroit m'appartenait. Cette journée était la mienne. Cette célébration serait ce que je choisirais d'en faire. Et la maison s'est progressivement animée autour de moi. L'oncle James me rejoignit le premier, proposant d'aller chercher du pain frais et des pâtisseries à la boulangerie du village. Tante Éléanore apparut ensuite, prenant immédiatement en charge les préparatifs du petit déjeuner avec une efficacité tranquille. L'un après l'autre, les membres de la famille descendirent en pyjama et en robe de chambre, créant une atmosphère intime et confortable que je n'avais jamais connue lors des réunions officielles de vacances de mes parents. Après un petit déjeuner tranquille, nous nous sommes répartis en équipe. Jordan, Sophia et moi nous occupions de la cuisine. L'oncle David et Tom ont emmené les enfants explorer le village et acheter des fournitures de dernière minute. Tante Patricia et Mélanie se sont attelées à la mise en place de la longue table de récolte dans la salle à manger, tandis que l'oncle Michael et James ont préparé un stand de boissons et allumé un feu dans la grande cheminée en pierre. Et la cuisine est devenue le centre de commandement, rempli d'arômes délicieux et de conversations animées. J'ai montré à Jordan et Sophia où j'avais rangé tous les ingrédients et nous avons commencé à préparer les plats ensemble. Et la dinde récupérée la veille chez le boucher a été assaisonnée avec des herbes du jardin de la villa. Sophia a préparé son fameux ragoût de patates douces, tandis que Jordan s'est attaqué à la purée de pommes de terre et à la sauce. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai autant apprécié les préparatifs de Thanksgiving. Commente Sophia en coupant des légumes. D'habitude, c'est du stress et on marche sur des œufs pour respecter les règles de la cuisine d'Atlanta. Tu te souviens quand elle a refait ton plat de haricots verts parce que tu n'avais pas utilisé le bon type d'oignon? Jordan rit. Tu te souviens quand elle a fait ce commentaire passif-agressif à propos de ta pâte à tarte achetée en magasin? J'ai ajouté, me joignant à leur rire. Tante Éléanore passe la tête de temps en temps, offrant ses conseils ou une paire de mains supplémentaires lorsque c'est nécessaire. Tu t'en sors très bien, m'a-t-elle assuré lors d'une de ses visites. C'est exactement ce que devrait être Thanksgiving, de la collaboration, pas de la compétition. Tout au long de la matinée, mon téléphone est resté silencieux, mes parents ne m'envoyant aucun message pour me demander où j'étais ou pourquoi je n'avais pas répondu à leurs messages. Ils semblaient avoir accepté mon absence sans poser de questions. Ce qui confirmait une fois de plus que j'avais fait le bon choix. Vers midi, Tom est revenu avec les enfants, les joues rougies par le froid, les bras chargés de fleurs fraîches du fleuriste du village et de bouteilles de cidre local. Emma et Jacques m'ont montré avec enthousiasme les mots français qu'ils avaient appris des commerçants. Merci, bonjour, s'il vous plaît,
récite fièrement Jacques. Et je sais aussi compter jusqu'à 10 points alors que je faisais l'éloge de leurs nouvelles compétences linguistiques. J'ai remarqué que Mélanie les observait depuis la porte, son expression s'adoucissant. Je me suis dit que c'était peut-être la première fois qu'elle me voyait interagir avec ses enfants en l'absence de nos parents, sans les comparaisons subtiles et la compétition qu'ils entretenaient entre nous. L'après-midi s'est déroulé dans un tourbillon d'activités. La table à manger a été transformée avec des chemins de table en lin, des bougies et des compositions florales. Les enfants ont créé des cartes de table faites à la main pour tout le monde, les décorant de dessins de dinde et de drapeaux français. Madison et Léa ont appris à Emma et Jacques à plier les serviettes de table en formes élaborées, ce qui a permis de dresser une table à la fois élégante et ludiquement personnelle. Vers 3 heures, alors que la dinde rôtissait et que les accompagnements étaient finalisés, plusieurs téléphones de la villa ont sonné presque simultanément. J'étais en train de sertir le bord d'une croûte de tarte lorsque tante Patricia m'a appelé depuis le salon. Cassandra, tu devrais voir ça. Je me suis essuyé les mains et j'ai rejoint les autres personnes rassemblées autour du téléphone de l'oncle David. Et elle me l'a tendu sans mot dire. C'était un message de ma mère. David, est-ce que Patricia et toi faites quelque chose pour Thanksgiving? Mélanie ne répond pas à nos appels et nous commençons à nous inquiéter. Nous sommes censés dîner dans 1 heure. D'autres messages avaient été envoyés à Jordan, Sophia et tante Éléanore. Tous avaient reçu une version ou une autre de la même question que mes parents, réalisant peu à peu que non seulement Mélanie avait disparu, mais qu'apparemment toute la famille élargie avait d'autres projets. Ils ne savent toujours pas, dit Sophia en me regardant. Devrions-nous leur dire? J'ai réfléchi attentivement à la question. Une partie de moi voulait qu'ils découvrent la nouvelle par le biais des médias sociaux plus tard, pour ressentir tout l'impact de ce qu'ils avaient manqué. Mais cette approche me semblait mesquine, motivée par la blessure plutôt que par la guérison. Attendons la fin du dîner, ai-je décidé. Aujourd'hui, il s'agit de nous. De cette nouvelle tradition que nous sommes en train de créer. Restons positifs. Tout le monde a acquiescé et nous sommes retournés à nos préparatifs. Mélanie est restée silencieuse pendant cet échange. Mais alors que nous retournions ensemble à la cuisine, elle s'est finalement adressée directement à moi. J'aurais dû leur dire que nous venions ici, a-t-elle admis. Je ne savais pas comment leur expliquer sans qu'ils se sentent mal ou que je me sente mal. Tu ne leur dois pas d'explication, ai-je répondu. Ni l'un ni l'autre n'en a besoin. Mélanie m'a regardée pendant un long moment. Quand es-tu devenue si forte, Cassie? La question m'a prise au dépourvu. Je ne sais pas si c'est de la force exactement, peut-être juste de l'autopréservation. Quoi qu'il en soit, je l'admire. Elle a hésité, puis a ajouté, et je suis désolée. Pour beaucoup de choses. Avant que je puisse répondre, Jacques a fait irruption dans la cuisine en annonçant que la table était prête à être inspectée. Le moment passa, mais quelque chose avait changé entre nous. Un début de compréhension, peut-être. À l'approche du soir, les derniers préparatifs ont commencé. La dinde sort du four, dorée et parfumée. Les plats d'accompagnement ont été transférés dans des bols de service. Les vins ont été débouchés pour être respirés. Tout le monde a disparu brièvement pour se changer en vue du dîner, avant de revenir dans des tenues festives qui trouvaient l'équilibre parfait entre la célébration et le confort. Juste avant que nous ne nous retrouvions à table, je suis sortie pour m'isoler un moment. Le soleil se couchait sur le vignoble, peignant le ciel en nuances de rose et d'or. J'ai respiré profondément l'air frais qui emplissait mes poumons et mon cœur de gratitude. Ce n'était pas l'action de grâce que j'avais prévue au début du mois, mais en me tenant là. Je ne pouvais pas imaginer vouloir quelque chose de différent. La salle à manger de la villa Cassandra n'avait jamais été aussi belle. Des poissons scintillaient sur la longue table, jetant une lueur chaleureuse sur les visages de ma famille. Les portes-fenêtres s'ouvraient sur la terrasse, encadrant les dernières couleurs du coucher de soleil. Les verres en cristal étincelaient, les plats de service en argent brillaient et la pièce était remplie des arômes mélangés de la dinde rôtie, du pain fraîchement cuit et des tartes sucrées qui refroidissaient dans la cuisine. Alors que tout le monde trouvait sa place, je suis restée debout en bout de table, soudain submergée par l'émotion. Ces gens avaient traversé un océan pour être avec moi, préférant ma célébration à la tradition familière. En regardant leurs visages pleins d'attente, j'ai ressenti un élan d'amour et d'appartenance qui m'a presque fait fondre en larmes. Levant mon verre de vin, j'ai pris un moment pour me ressaisir avant de prendre la parole. Merci à tous d'être là. Il y a quelques semaines, je n'aurais jamais pu imaginer ce moment, mais aujourd'hui, je ne peux pas imaginer être ailleurs.
Vous m'avez aidé à créer quelque chose de vraiment spécial, et je suis reconnaissante envers chacun d'entre vous. Tante Éléanore se tenait à côté, son verre levé. À Cassandra, qui ne nous a pas seulement ouvert sa belle maison, mais qui nous a rappelé ce que la famille devrait vraiment être, un amour inconditionnel et un soutien sincère. Je t'ai vu devenir une femme exceptionnelle, ma chère, et je ne pourrais pas être plus fière de la force et de la grâce dont tu as fait preuve. Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi, un endroit affamé de la validation même que mes parents avaient toujours refusé. Le fait d'être vu, d'être reconnu, d'être célébré pour ce que j'étais plutôt que pour ce que je pouvais apporter, m'a guéri d'une manière dont je ne savais pas que j'avais besoin. Le repas s'est déroulé avec une facilité et une joie que je n'avais jamais connue lors de réunions de famille. Les plats ont été passés, les compliments échangés et les conversations ont circulé naturellement entre les sujets sérieux et les plaisanteries légères. Jordan a raconté des anecdotes sur son cabinet de pédiatrie, tandis que Sophia a décrit son dernier projet d'architecture. L'oncle Michael et James nous ont divertis avec des récits de leur récent voyage en Asie du Sud-Est. Lorsque le plateau de dinde est arrivé à Mélanie, elle a d'abord servi ses enfants, puis s'est tournée vers moi avec un sourire inattendu. C'est la dinde la plus délicieuse que j'ai jamais mangée à Thanksgiving, dit-elle assez fort pour que tout le monde l'entende. Maman serait jalouse. Et la table se tait momentanément à la mention de nos parents, puis éclate de rire. La tension retombée. D'autres ont commencé à raconter leurs propres histoires de désastres de Thanksgiving et de dynamique familiale. Vous vous souvenez quand tante Linda a refusé que quelqu'un l'aide à la cuisine, puis s'est plainte pendant des mois que personne ne l'aidait? L'oncle David s'esclaffe. Ou quand l'oncle Robert a passé tout le repas à parler de sa partie de golf, puis s'est offusqué quand les gens ont entamé leur propre conversation, ajoute la tante Patricia. C'était cathartique, cette douce reconnaissance des difficultés que nous avions tous vécues mais dont nous parlions rarement. Ce n'était pas méchant, juste honnête, et d'une certaine manière, dans le partage, ces souvenirs ont perdu un peu de leur force. À un moment de servir le dessert, une tarte à la citrouille accompagnée d'une tarte française, l'oncle Michael a suggéré de poursuivre la tradition en partageant ce pourquoi nous étions reconnaissants. L'un après l'autre, les membres de la famille ont donné leur réponse, qui allait de la sincérité à l'humour. Lorsque vint le tour de Tom, il me regarda directement. Je suis reconnaissant à Cassandra d'avoir eu la générosité de nous inclure, a-t-il déclaré avec sincérité. Et de nous avoir montré que les meilleures traditions sont parfois celles que nous créons nous-mêmes. Mélanie a hoché la tête à côté de lui et a ajouté à voix basse, je suis reconnaissante pour les secondes chances. Après le dessert, alors que le café était servi, Madison a suggéré que nous prenions une photo de groupe pour commémorer notre premier Thanksgiving français. Nous nous sommes rassemblés devant la cheminée, les bras serrés les uns contre les autres, souriant sincèrement. Léa, notre photographe attitré, a pris plusieurs clichés avant de suggérer. Affichons-les. Tout le monde à la maison sera jaloux. Ce commentaire désinvolte m'a rappelé ce qui nous attendait à l'extérieur de notre bulle. Mes parents ne savaient toujours pas où tout le monde se trouvait et attendaient toujours Mélanie et sa famille pour le dîner. Comme à l'improviste, le téléphone de Mélanie s'est mis à sonner avec la sonnerie de ma mère. Elle m'a jeté un coup d'œil interrogateur. J'ai hoché la tête, sachant que ce moment devait arriver un jour ou l'autre. Mélanie a répondu, mettant le téléphone sur haut-parleur. Bonjour, maman. Mélanie, où es-tu? Cela fait des heures que nous attendons. Ton père est fou d'inquiétude. Nous allons bien, maman. On fait le repas de Thanksgiving. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es censée fêter Thanksgiving avec nous. Où es-tu? Mélanie prend une grande inspiration. Nous sommes en France, maman, dans la villa de Cassie. Le silence qui suivit fut profond. Lorsque ma mère a finalement pris la parole, sa voix était étrangement calme. Je ne comprends pas. Cassandra est à Boston. Non, je ne le suis pas. J'ai appelé de l'autre côté de la pièce, me rapprochant du téléphone. Je suis en France dans ma nouvelle maison avec toute la famille. Toute la famille? Elle répéta faiblement. Tout le monde, sauf toi et papa, confirmai-je. Tante Éléanore, oncle David et sa famille, oncle Michael et James, Jordan, Sophia. Nous sommes tous là. Un autre long silence a suivi. Je pouvais presque entendre son esprit travailler, essayant d'assimiler cette information qui bouleversait complètement sa compréhension de la situation. Mais nous vous l'avons dit.
Nous voulions un Thanksgiving paisible, dit-elle finalement, sa voix mêlant confusion et accusation. Oui, vous l'avez dit, ai-je répondu d'un ton ferme. Et c'est exactement ce que nous allons avoir. La ligne s'est éteinte. Elle avait raccroché point en l'espace de quelques minutes. Les téléphones de toute la villa ont commencé à sonner des notifications. Mes parents appelaient tout le monde, demandant des explications, exprimant leur peine et leur confusion. Et la plupart des appels sont restés sans réponse, car nous avons collectivement décidé de retourner à notre célébration, de ne pas laisser leur réaction empiéter sur la chaleur et la connexion que nous avions créée. Plus tard, alors que les membres de la famille se dispersaient dans divers coins de la villa pour des conversations ou des jeux tranquilles, Léa s'est approchée de moi pour me montrer les photos qu'elle avait postées. Et il s'agissait de magnifiques clichés de notre réunion, de la table élégante, des visages joyeux, des murs de pierre couverts de vignes de la villa visibles à travers les portes-fenêtres. Elle avait légendé la photo en disant simplement « Best Thanksgiving ever. #French Villa Life #New Tradition ». Les commentaires s'accumulaient déjà. Amis et connaissances exprimant leur admiration et leur envie. Mais celui qui a attiré mon attention venait de mon amie de lycée Alicia. « Est-ce que ta mère sait que vous êtes tous là sans eux ? Audacieux, Cassie. » C'était en train de se produire. Le récit soigneusement construit par mes parents depuis des années, à savoir que nous formions une famille unie et heureuse dont ils étaient le centre, était remis en question publiquement. Son cercle social allait voir que toute leur famille élargie avait choisi d'être avec moi à la place. « Tu vas bien ? » me demanda tante Éléanore en me trouvant seule sur la terrasse quelque temps plus tard. Je répondis que oui, réalisant avec surprise que c'était vrai. C'est étrange. Je pensais que je me sentirais justifiée ou triomphante, mais je me sens surtout en paix. Elle a acquiescé, enroulant un châle autour de ses épaules pour lutter contre la fraîcheur du soir. C'est ainsi que l'on sait que c'était le bon choix. Les décisions prises par dépit apportent la satisfaction, mais jamais la paix. A eu fil de la soirée, l'atmosphère est restée chaleureuse et festive malgré la brève interruption. Jordan et Sophia ont organisé une soirée dansante improvisée dans le salon, apprenant aux enfants les mouvements des chansons de notre enfance. L'oncle Michael et James ont engagé Tom dans un débat animé sur les régions viticoles. Tante Patricia et oncle David se sont blottis sur le canapé, l'air plus détendu que je ne les avais vus depuis des années. Vers 11h, alors que la fête tirait à sa fin, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Après avoir respiré profondément, je suis sortie pour prendre l'appel. « Où sont les autres ? » demanda-t-il sans préambule. « Ta mère est en larmes. »« Je te l'ai dit, papa. Nous sommes en France. Dans ma villa. »« Tu es quoi ? Depuis quand tu as une villa ? » ?»« Depuis le mois dernier. Il aurait été bon que l'un de vous deux s'intéresse suffisamment à ma vie pour le savoir. » Le silence qui suivit m'indiqua que la pique avait fait mouche. « Pourquoi as-tu fait ça, Cassandra ? » Il finit par demander, son ton s'adoucissant, passant de la colère à une véritable confusion. « Pourquoi emmener tout le monde à Thanksgiving ? Tu m'as dit de ne pas y aller, lui ai-je rappelé. Tu as dit que tu voulais de l'espace. Je t'ai donné exactement ce que tu as demandé. Nous ne voulions pas que tu emmènes toute la famille sur un autre continent. Que voulais-tu que je fasse, papa ? Que je reste seule dans mon appartement à manger de la dinde au micro-ondes pendant que tu dînes paisiblement avec les membres de ta famille que tu voulais vraiment voir là. » Son soupir était lourd des premiers signes de reconnaissance. « Ce n'était pas comme ça. »« C'était exactement comme ça, » répondis-je. La voix ferme. « Et c'est comme ça depuis aussi longtemps que je me souvienne. » Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai ajouté, « Je dois retourner auprès de mes invités. Nous pourrons parler demain si vous le souhaitez. » En mettant fin à l'appel et en rejoignant l'assemblée à l'intérieur, j'ai réalisé que quelque chose d'important avait changé. Pour la première fois, j'avais dit ma vérité sans colère ni accusation, juste avec une honnêteté simple et calme. Pour la première fois, mon père m'avait peut-être entendu. Le matin qui suivit Thanksgiving se leva avec une légère brume au-dessus du vignoble. Je me réveillais tôt, l'esprit déjà occupé à digérer les événements de la veille. En descendant, je trouvais tante Éléanore déjà dans la cuisine en train de préparer le café. « Je n'arrive pas à dormir », me demanda-t-elle en faisant glisser une tasse vers moi. J'ai trop réfléchi. Je l'admets. Maman et papa ont appelé toute la nuit. J'ai fini par éteindre mon téléphone.
Elle a hoché la tête d'un air compatissant. Il faudra bien que tu leur parles un jour ou l'autre, je sais. Mais je ne sais pas quoi dire. Nous sommes restées assises dans un silence bienveillant, regardant la brume se dissiper à mesure que le soleil se renforçait l'un après l'autre. D'autres membres de la famille sont apparus, attirés par l'odeur du café et des croissants fraîchement sortis du four que James avait acheté à pied au village. Et la conversation était discrète, mais satisfaisante, chacun se prélassant encore dans la lueur du succès de la soirée précédente. Vers le milieu de la matinée, alors que j'aidais Emma et Jacques à construire un fort dans le salon, Mélanie s'est approchée, mon téléphone à la main. Il n'arrête pas de sonner, dit-elle. Peut-être devrions-nous en finir avec cette histoire. Prenant une profonde inspiration. J'ai acquiescé et accepté le téléphone. Je vais le prendre dans le bureau. Ma mère a répondu dès la première sonnerie. Cassandra, enfin? On a essayé de te joindre toute la nuit. Je sais, maman. J'avais besoin d'espace. L'ironie de lui renvoyer l'écho de ses paroles ne m'a pas échappé. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier, poursuit-elle, la voix serrée par une émotion maîtrisée. Ton père et moi avons été complètement pris au dépourvu. As-tu la moindre idée de la douleur que nous avons ressentie en découvrant que toute la famille était réunie sans nous? Le vieux réflexe de culpabilité s'est immédiatement déclenché, une vie entière de conditionnement a donné la priorité à leurs sentiments plutôt qu'aux miens. Mais la voix du docteur Warner a résonné dans mon esprit. Nos sentiments sont tout aussi valables que les leurs. Avez-vous la moindre idée de la douleur que j'ai ressentie lorsqu'on m'a dit de ne pas venir à Thanksgiving? J'ai répliqué à voix basse. D'être exclu de ma propre réunion de famille. Ce n'est pas ce que nous voulions dire. Qu'est-ce que vous vouliez dire alors? Ne pas venir, on a besoin d'espace. Ce sont vos mots exacts. Nous voulions juste des vacances tranquilles avec la famille de Mélanie. Tu sais à quel point les grands rassemblements peuvent être stressants. Elles ne sont stressantes que parce que tu les rends telles, maman. Et elles ne sont grandes que parce que tu invites tous les collègues de travail de papa, mais que tu n'as pas trouvé de place pour moi à la table principale l'année dernière. Son souffle vif m'a dit qu'elle se souvenait de cet affront, bien qu'elle ait ignoré ce que j'en avais pensé à l'époque. Ce n'est pas juste, a-t-elle protesté faiblement. Rien de tout cela n'a été juste, ai-je répondu. Pendant des années, je t'ai vu donner la priorité à Mélanie, lui trouver des excuses. Célébrer ses moindres réussites tout en reconnaissant à peine les miennes. J'ai accepté les restes de ton attention et me suis convaincue que c'était suffisant, parce que c'est ce que font les bonnes filles. C'est vrai, elles ne se plaignent pas, elles ne font pas de vagues. Elles continuent à se montrer et espèrent qu'un jour on les verra. Les mots ont déversé des années de blessures inexprimées, qui ont enfin trouvé une voie. Non pas dans la colère, mais dans une vérité simple et calme. Lorsque j'ai terminé, la ligne était si calme que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Maman, je suis là, dit-elle d'une petite voix. C'est juste que je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit pour l'instant. Écoute. Avant qu'elle ne puisse répondre, il y a eu une agitation au bout du fil et la voix de mon père a retenti. Cassandra, c'est papa. Passe-moi Mélanie, s'il te plaît. Il faut qu'on lui parle. Bien sûr. En ce moment même. Il passait de moi à Mélanie. Elle n'est pas disponible pour l'instant, dis-je, une détermination renouvelée redressant ma colonne vertébrale. Mais je le suis. Je suis ici en train d'essayer d'avoir une conversation honnête avec vous deux à propos de certaines dynamiques très douloureuses dans notre famille. Ce n'est pas le moment. Quand est-ce le moment, papa? Parce que, depuis 32 ans, ça n'a jamais été le bon moment pour discuter de la façon dont toi et maman m'avaient fait me sentir invisible. C'est ridicule. Nous t'avons toujours soutenu. Vraiment? À quand remonte la dernière fois où vous m'avez posé des questions sur mon travail, mes amis, mes rêves? À quand remonte la dernière fois où vous avez célébré mes réussites sans changer immédiatement de sujet pour parler de la vie de Mélanie? Son silence est révélateur. Je n'ai pas besoin que tu me répondes tout de suite, continuai-je. Ma voix s'adoucissant. J'ai juste besoin que tu y réfléchisses. Que tu y réfléchisses vraiment. La porte du bureau s'est ouverte et Mélanie s'est glissée à l'intérieur, m'interrogeant du regard. J'ai acquiescé et mis le téléphone sur haut-parleur. Maman, papa, c'est Mélanie. Je suis ici avec Cassie.
Mélanie, Dieu merci. Tu vas bien? Quand rentres-tu à la maison? La voix de ma mère s'est immédiatement éclaircie. Mélanie m'a regardé fixement en répondant. Nous restons jusqu'à la fin de semaine, comme prévu. Et maman, tu dois écouter ce que dit Cassie. Elle a raison. Comment ça, elle a raison? Le ton défensif de mon père est revenu. Sur la façon dont tu la traites par rapport à moi, a précisé Mélanie. Je l'ai vue aussi, pendant des années. Je n'ai jamais rien dit parce que... Elle hésite. Parce que ça m'avantageait, je suppose. Et ce n'était pas juste. Le silence qui a suivi son aveu a été profond. J'ai traversé le bureau pour lui serrer la main. Bouleversée par son soutien inattendu. Je ne comprends pas ce qui se passe, dit finalement ma mère, la voix tremblante. Nous avons toujours essayé d'être de bons parents. Nous vous aimons tous les deux. Je sais que c'est le cas, ai-je reconnu. Mais l'amour sans respect ni reconnaissance ne suffit pas. Et c'est ce qui m'a manqué, votre respect pour mes choix, votre reconnaissance de ma valeur en dehors de ce que je peux faire pour la famille. Que attendez-vous de nous, demande mon père, dont l'assurance habituelle est visiblement absente. Je veux que vous me voyiez vraiment, ai-je répondu simplement. Pas comme une extension de vous-même, pas comme la sœur de Mélanie, pas comme la personne fiable qui sera toujours là, quelle que soit la façon dont vous la traitez. Juste moi, Cassandra, avec ma propre vie, mes besoins et mes sentiments. Une autre longue pause a suivi avant que ma mère ne reprenne la parole. D'une voix faible mais ferme. Nous pouvons essayer. Je ne suis pas sûre que nous sachions comment, mais nous pouvons essayer. Ce n'était pas une reconnaissance complète de tout ce que j'avais dit, mais c'était un début, plus que ce à quoi je m'attendais honnêtement. C'est tout ce que je demande, ai-je dit. Et si tu es prêt à essayer, tu seras le bienvenu pour nous rejoindre l'année prochaine, ici à la villa. L'année prochaine, a demandé mon père. Oui, ce sera notre nouvelle tradition, Thanksgiving à la villa Cassandra. Après avoir mis fin à l'appel, Mélanie et moi sommes restés assis en silence pendant un moment, réfléchissant à ce qui venait de se passer. Finalement, elle a pris la parole. Je suis désolée, Cassie, de ne pas avoir parlé plus tôt, d'avoir accepté leur favoritisme pendant toutes ces années. Ce n'est pas de ta faute, lui ai-je dit honnêtement. C'est eux qui ont créé la dynamique. Nous n'avons fait que jouer les rôles qu'on nous a donnés. Pourtant, je veux que les choses soient différentes entre nous à l'avenir. Moi aussi, j'aimerais bien. Le reste du week-end s'est déroulé dans un flot de visites, de repas partagés et de liens authentiques. Nous avons exploré le village local, visité les châteaux voisins et passé des soirées autour du feu à jouer à des jeux et à partager des histoires. Chaque jour qui passait, je me sentais de plus en plus à l'aise dans cette nouvelle réalité, une réalité où j'étais appréciée, où ma maison était le lieu de rassemblement, où la famille signifiait soutien mutuel plutôt qu'obligation. Le dimanche, alors que les membres de la famille commençaient à repartir pour leur vol de retour, la villa s'est imprégnée de nouveaux souvenirs et de nouvelles possibilités. Les étreintes étaient plus longues, les promesses de retour plus sincères. Même les adieux de Mélanie étaient différents, une chaleur authentique remplaçant notre distance polie habituelle. Merci, a-t-elle murmuré alors que nous nous embrassions, de nous avoir inclus, même lorsque vous aviez toutes les raisons de ne pas le faire. C'est ce que la famille devrait faire, ai-je répondu, réalisant, en le disant, que je comprenais enfin ce que cela signifiait. Dans les mois qui ont suivi, des changements petits mais significatifs sont apparus dans ma relation avec mes parents. Nos appels hebdomadaires sont devenus plus équilibrés, les questions sur ma vie occupant une place égale. Lorsque j'annonçais la signature d'un contrat avec un client important au travail, ils écoutaient avec un intérêt sincère au lieu de changer immédiatement de sujet. Ce n'était pas parfait, des décennies de schémas ne pouvaient pas être effacées du jour au lendemain, mais c'était un progrès. À l'approche du prochain Thanksgiving. Les préparatifs ont commencé très tôt. Mes parents ont accepté l'invitation à la villa Cassandra avec une humilité qui aurait été inimaginable un an plus tôt. Et la liste des invités s'est élargie pour inclure des amis proches et des membres de la famille, créant ainsi un rassemblement à la fois intime et dynamique. Lorsque ma mère est arrivée à la villa, ses premiers mots n'ont pas porté sur le voyage ou l'hébergement, mais sur une simple reconnaissance de ce qui avait été préparé depuis 33 ans. C'est extraordinaire, Cassandra. Tu as créé quelque chose de magnifique ici. Je suis très fière de toi. Debout dans ma propre maison,
entouré de personnes qui me voyaient vraiment, j'ai ressenti une paix que j'avais cherchée toute ma vie d'adulte. Le voyage n'avait pas été facile, et il y aurait toujours des défis à relever pour naviguer dans la dynamique familiale. Mais j'avais trouvé ma voie, tracé mes limites et créé un espace où je pouvais être pleinement moi-même. Parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas l'accommodement, mais la vérité. Parfois, la réponse la plus puissante au rejet n'est pas la colère, mais la création. Parfois, la famille dont nous avons besoin est celle que nous construisons nous-mêmes, morceau par morceau, choix par choix, jusqu'à ce que nous nous retrouvions chez nous dans notre propre vie. Avez-vous déjà dû créer vos propres traditions lorsque les attentes de la famille devenaient trop importantes? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si cet article vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est normal de donner la priorité à son propre bonheur. Merci d'avoir participé à ce voyage avec moi. Et n'oubliez pas que les plus belles traditions sont souvent celles que nous avons le courage de créer nous-mêmes.